Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression de n'être qu'une ombre, un murmure silencieux dans une maison que vous avez pourtant bâtie avec amour? Vous êtes-vous déjà senti invisible, perdu au sein d'une famille où sacrifice semble aussi naturel que l'air que l'on respire? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans son propre foyer, mais qui a redécouvert sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous écoutez. J'aimerais beaucoup savoir quel âge vous avez et où vous vous trouvez en ce moment. Laissez un commentaire, je suis curieuse de vous lire. Laissez-moi vous ramener au moment précis où tout a commencé. C'était un mardi après-midi dans le silence d'une chambre d'hôpital parisienne seulement troublée par le bip régulier du moniteur cardiaque à côté de mon lit. Les néons au plafond bourdonnaient ce genre de son qu'on ne remarque pas au début, mais qui devient assourdissant quand on est seul éveillé et vulnérable. Je venais de sortir d'une opération. Rien de trop grave, mais suffisamment sérieux pour que les médecins m'annoncent une convalescence longue nécessitant de l'aide. Et je pensais, non, j'étais certaine que cette aide viendrait de ma fille Sophie. Elle est mon unique enfant, celle pour qui j'ai consacré ma vie. L'infirmière venait de partir après avoir vérifié mes constantes. Elle était douce, mais sa garde se terminait bientôt et je redoutais le silence qui allait suivre son départ. Mes mains, encore faibles et tremblantes à cause de l'anesthésie, se sont saisies du téléphone posé sur la table de chevet. Mon cœur s'est emballé non pas de douleur, mais à l'idée d'entendre la voix de ma fille. Rien que cela aurait dû être un réconfort suffisant. Elle a répondu à la troisième sonnerie. « Oui », dit-elle d'une voix sèche pressée comme si je la dérangeais. J'ai dégluti difficilement. « Bonjour ma chérie, c'est maman. Je sors juste de la chirurgie. Je me demandais si tu pouvais passer ce soir, peut-être m'aider pour le dîner. » Je ne pense pas que j'arriverai à me nourrir seule pour l'instant. Un silence s'installa. Juste le bruit lointain de touches de clavier en arrière-plan. Son travail peut être. Ou son téléphone. Puis un soupir. « Maman, je suis débordée. Appelle quelqu'un d'autre pour te donner à manger. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. » Ces mots n'étaient pas criés, le ton n'était pas cruel, mais il était froid, si froid qu'il a coupé plus profondément que n'importe quel scalpel. Je suis restée figée, serrant le combiné plus fort. Appeler quelqu'un d'autre, ai-je répété ma voix à peine un murmure. Oui, a-t-elle dit, peut être une voisine ou commande quelque chose. Je ne peux pas tout laisser tomber pour toi, à chaque fois. J'ai ma propre vie, je prendrai des nouvelles plus tard. Et sur ces mots, elle a raccroché. Le bip du moniteur m'a semblé soudainement plus fort, le bourdonnement des néons plus agressif. Je fixais le téléphone, le tenant toujours contre mon oreille, même si la ligne était morte, commander quelque chose. Appeler quelqu'un d'autre. Je venais de subir une opération. Mes jambes me semblaient appartenir à une autre personne et mon corps était douloureux à chaque respiration. La seule personne sur qui je pensais pouvoir compter, la seule qui aurait dû être là, venait de me dire que je ne valais pas son temps. J'ai reposé le téléphone avec des mains tremblantes. Ma poitrine s'est serrée, pas seulement à cause de la chirurgie, mais à cause de quelque chose de plus lourd, de plus creux. Ce genre de vide que seule la trahison peut laisser. L'infirmière est revenue quelques minutes plus tard pour ajuster ma couverture. Elle a remarqué les larmes qui coulaient sur mon visage. « Vous avez mal, Madame Marie m'a-t-elle demandé doucement. Oui, ai-je murmuré, mais ce n'était pas le genre de douleur qu'elle pouvait soigner avec des médicaments. J'ai essayé de le cacher, de minimiser. Juste un peu endolori, c'est tout. Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Je regardais par la fenêtre à côté de mon lit. Dehors, le monde continuait sa course. Des voitures passaient, des gens marchaient, des enfants riaient au loin. La vie continuait indifférente à mon petit chagrin. Je me demandais encore et encore, qu'ai-je fait de mal? Où ai-je échoué avec elle? J'ai élevé ma fille seule après la mort de son père. Je lui ai tout donné. Comment pouvait-elle m'abandonner ainsi alors que tout ce dont j'avais besoin était un simple repas et un peu de compagnie? L'infirmière m'a tapoté la main gentiment, mais elle avait d'autres patients. Bientôt, je fus de nouveau seule, la chambre m'engloutissant dans le silence. Et dans ce silence, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai prié. J'ai prié pour avoir de la force, pour un signe, pour n'importe quoi qui me rappellerait que je n'étais pas complètement invisible. À ce moment-là, je ne savais pas que la réponse à cette prière était déjà en chemin, enveloppée dans des fleurs et scellée par un mot que je n'oublierai jamais. Allongée dans ce lit d'hôpital, l'air stérile m'oppressant et l'écho des mots de ma fille résonnant encore dans ma tête, je ne pouvais m'empêcher de dériver vers le passé. Les souvenirs ont cette façon de s'infiltrer dans les moments de silence. Certains sont chaleureux, d'autres assez vifs pour rouvrir d'anciennes blessures. Quand mon mari est mort, ma fille n'avait que 8 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier.
Le coup à la porte de notre appartement haussmannien, les visages solennels, la façon dont le monde semblait s'effondrer en un instant. Je me suis retrouvée seule avec une enfant qui me regardait avec de grands yeux remplis de larmes, demandant si papa rentrerait pour le dîner. Je lui ai promis que nous nous en sortirions, même si, à l'intérieur, j'étais terrifiée. À l'époque, je travaillais dans une petite bibliothèque municipale le jour et je nettoyais des bureaux la nuit. Je me souviens de m'être traînée d'un travail à l'autre, épuisée jusqu'à l'os. Mais la pensée de ma fille dormant paisiblement le ventre plein me donnait la force de continuer. J'ai renoncé au petit luxe, aux vêtements neufs, aux sorties, même au rêve de reprendre mes propres études. Chaque centime que je gagnais était consacré à la nourriture, aux fournitures scolaires et au loyer. Et quand elle a grandi, j'ai vendu l'alliance de mon mariage, le dernier bijou de valeur que je possédais, pour payer ses manuels universitaires. Je peux encore voir les mains du bijoutier la peser et la façon dont mon cœur s'est serré quand il m'a tendu l'argent. Ce n'était pas assez pour tout couvrir, mais ça aidait. Je me disais que ça en valait la peine. Qu'un jour elle regarderait en arrière et saurait à quel point je l'aimais. Qu'un jour elle dirait « Merci maman, tu m'as tout donné ». Mais quelque part en chemin, la complicité que nous partagions a commencé à s'effilocher. Au lycée, elle a commencé à passer plus de temps avec ses amis qu'à la maison. C'est normal, me disais-je. Tous les adolescents ont besoin d'espace, mais l'espace n'a cessé de grandir. Quand elle est partie à l'université, nos appels se sont transformés en brèves, mis au point plus sur ses cours, ses amis, ses projets que sur nous. Cela ne me dérangeait pas, j'étais fière d'elle. Mais parfois, quand le téléphone se taisait, je m'asseyais dans l'appartement silencieux et je me demandais si je lui manquais un peu. Puis est venu l'âge adulte, elle s'est mariée, a eu ses propres enfants et chaque année qui passait, je semblais descendre un peu plus bas sur sa liste de priorités. Les visites pour les fêtes de fin d'année sont devenues optionnelles, les appels se sont transformés en textos rapides, « Occupé maman, on se parle plus tard »,« Je ne peux pas venir, les enfants on foot ». Je me souviens encore du dernier réveillon de Noël. J'avais passé 2 jours à cuisiner, déterminée à ce que tout soit parfait. Sa dinde au marron préféré, la bûche au chocolat qu'elle me réclamait quand elle était petite. Quand elle est arrivée, elle a à peine touché à son assiette. Elle a passé la majeure partie de la soirée à faire défiler son téléphone, montrant des photos de ses enfants à tout le monde, mais m'adressant à peine un regard. Quand je lui ai demandé si elle voulait emporter des restes, elle a agité la main et a dit « Non merci maman, on prendra quelque chose sur le chemin du retour ». Je suis restée sur le seuil de la porte, regardant sa voiture s'éloigner, serrant les boîtes que j'avais remplies d'amour et d'espoir. Et à ce moment-là, je me suis sentie comme une vieille obligation dont elle ne pouvait se débarrasser assez vite. Et me voilà convalescente, le corps recousu et l'âme meurtrie. Et la même fille pour qui j'avais donné ma vie m'avait dit d'appeler quelqu'un d'autre. L'amertume était profonde, mais la culpabilité aussi. Car autant ces mots me blessaient, une partie de moi la défendait encore. Elle est occupée, me disais-je. Elle a sa propre vie, ses propres enfants, ses propres responsabilités. Peut être que j'en demande trop, peut être que le problème c'est moi. Mais une autre partie de moi, la plus silencieuse, celle que je faisais taire d'habitude, murmurait « Tu méritais mieux, tu le mérites toujours ». L'infirmière a de nouveau jeté un coup d'œil vérifiant ma perfusion. « Vous vous sentirez plus forte demain », a-t-elle dit avec un sourire bienveillant. Mais tout ce que je ressentais, c'était une plus grande faiblesse. Physiquement, oui, mais surtout émotionnellement. Alors que la nuit tombait et que l'hôpital devenait plus calme, j'ai de nouveau laissé les larmes couler. Pas de sanglots bruyants, mais des ruisseaux silencieux qui trempaient l'oreiller sous ma joue. Mon cœur rejouait chaque sacrifice que j'avais fait, chaque moment où je l'avais choisi au lieu de moi-même. Et je me demandais si elle s'en souvenait. Si elle se souvenait des nuits où je veillais pour coudre ses costumes de carnaval à la main, si elle se souvenait des matins où je sautais le petit déjeuner pour qu'elle ait de l'argent pour la cantine. Si elle se souvenait de la façon dont j'avais applaudi le plus fort à sa remise de diplôme, même si j'avais dû emprunter une robe juste pour être présentable. Je me demandais si tous ces moments s'étaient estompés pour elle comme de vieilles photographies rangées dans un tiroir. Je ne savais pas alors que quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'avais presque oublié, avait gardé sa propre photographie de moi. Un souvenir dont j'ignorais même l'importance. Et ce souvenir était sur le point de revenir à moi de la manière la plus inattendue qui soit. La nuit qui a suivi l'appel de ma fille a été longue, les hôpitaux ne dorment jamais vraiment, les machines bipaient les portes, grinçaient, les infirmières marchaient à pas feutrés dans les couloirs. Mais même avec tout ce bruit, je me sentais étouffée par le silence de mon téléphone. Pas un seul message, pas un seul « Comment vas-tu, maman ?» Au matin, je m'étais convaincue de laisser tomber, d'avaler ma peine et de passer à autre chose.
Après tout, que pouvais-je faire d'autre? J'étais trop fatiguée pour me battre, trop faible pour exiger l'amour qui, selon moi, aurait dû être donné librement. Ce matin-là, après la prise de mes constantes, l'infirmière a griffonné quelque chose sur son carnet, a disparu et est revenue les bras chargés. D'abord, j'ai cru qu'elle s'était trompée de chambre. Mais ensuite, je les ai vues, des fleurs. Pas un simple petit bouquet, mais un grand et élégant arrangement de lys et de roses blancs et roses poudrés délicatement noués d'un ruban de satin. Le genre de composition qui coûte plus cher que ce que je ne dépenserai jamais pour moi-même. L'infirmière a souri en les posant sur la table près de mon lit. C'est pour vous, Madame Marie. J'ai cligné des yeux. Pour moi, vous êtes sûre, absolument athée, elle dit. Et puis elle m'a tendu une petite enveloppe glissée entre les tiges, mes mains tremblaient en l'ouvrant, le papier sentait légèrement la lavande, l'écriture était soignée et délibérée, tout est déjà payé. Reposez-vous bien, pas de signature, pas de nom, juste cette courte phrase comme un murmure rassurant. Payé, ai-je demandé en levant les yeux vers l'infirmière. Elle a hoché la tête. Votre forfait, repas, votre chambre privée, surclassée et même une partie de vos soins post-opératoires. Quelqu'un a tout arrangé ce matin. Je la fixais abasourdie. Mais qui, elle, a secoué la tête avec un sourire anonyme. Parfois, les gens préfèrent garder leur gentillesse discrète. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de douleur cette fois. Mes yeux se sont remplis de larmes en serrant le mot. C'était si simple. Et pourtant, à ce moment-là, c'était comme une bouée de sauvetage. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ma première pensée a été pour ma fille. Peut-être avait-elle changé d'avis, peut-être que, à sa manière, c'était sa façon de s'excuser. Mais au fond de moi, je la connaissais trop bien. Si ça avait été elle, la carte aurait porté son nom. Peut-être même qu'elle aurait envoyé un texto. Tu vois, maman, je me suis occupée de tout. Elle aurait voulu le crédit. Elle voulait toujours le crédit. Alors qui d'autre cela pouvait-il être? Je me suis creusé la tête, je n'avais parlé à personne depuis des semaines. Mon cercle d'amis s'était rétréci avec l'âge. Donc, la plupart de mes amis étaient soit décédés, soit avaient déménagé, soit luttaient contre leurs propres problèmes de santé. Mes voisins étaient gentils mais occupés. Et ma famille, eh bien ma seule famille, était ma fille. Les fleurs me regardaient pleines de vie et de couleurs contrastant avec le beige terne des murs de l'hôpital. La personne qui les avait envoyées n'avait pas simplement jeté de l'argent pour résoudre un problème. Elle avait pensé à moi, choisi quelque chose de beau pour égayer la pièce. Elle voulait que je sache que je n'étais pas oubliée. J'ai tendu la main caressant les pétales d'une rose. C'était doux, délicat, et pourtant si vivant, et je n'ai pas pu retenir le sanglot qui s'est échappé. Après la piqûre du rejet, ce petit acte de gentillesse était comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. L'infirmière m'a tapoté doucement l'épaule. Vous voyez, quelqu'un, quelque part, tient beaucoup à vous. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Quelqu'un tient à moi. Toute la journée, j'ai contemplé ces fleurs. Chaque fois que je les regardais, j'essayais d'imaginer un visage. Qui ferait ça pour moi? Et pourquoi ne voudrait-il pas que je le sache? À l'heure du déjeuner, une autre infirmière a apporté un plateau. Mes repas n'étaient plus les assiettes fades et tièdes que l'on m'avait servies auparavant. C'était une nourriture fraîche et réconfortante, une soupe de poulet avec du pain moelleux, des légumes, vapeur des tranches de fruits joliment disposées. Gracieuseté de votre bienfaiteur mystère, a-t-elle dit avec un clin d'œil. J'ai ri bien que le son soit sorti tremblant. Eh bien, il a certainement bon goût. Cette nuit-là, alors que les lumières baissaient et que l'hôpital se calmait, j'ai tenu la carte contre ma poitrine. Les mots se rejouaient dans mon esprit. Tout est déjà payé. Reposez-vous bien. Je ne savais pas si je devais me sentir reconnaissante ou troublée. Reconnaissante parce qu'au moment le plus solitaire de ma vie, quelqu'un était intervenu. Troublée parce que ne pas savoir qui c'était me laissait perplexe. Que voulait cette personne en retour? Pourtant, je me suis endormie avec le léger parfum des lits dans l'air, un rappel que je n'étais pas entièrement seule. Et même si je ne le savais pas encore, la réponse au mystère était plus proche que je ne le pensais. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, quelqu'un dont j'avais touché la vie d'une manière dont je me souvenais à peine. Le lendemain matin, je fus réveillée par le bruit de pas feutrés devant ma chambre. L'infirmière passa la tête, son carnet à la main, mais cette fois, son expression était différente, presque amusée. « Vous avez de la visite » dit-elle doucement. Je clignai des yeux surprise. « De la visite à cette heure ?» Elle hocha la tête. « Il est arrivé très tôt. Il a dit qu'il ne voulait pas vous réveiller. Il attend dans le couloir depuis plus d'une demi-heure. Vous voulez que je le fasse entrer ?» Mon cœur fit un bond. Pendant un bref instant, j'ai pensé « c'est peu, être elle. Peut être que ma fille s'est sentie coupable. Peut être qu'elle est venue me voir après tout. » Mais les mots suivants de l'infirmière ont brisé cet espoir. C'est un homme, pas très jeune, pas très vieux. Il avait l'air nerveux. J'ai froncé les sourcils. « Qui
cela pouvait-il bien être? Faites-le entrer, ai-je murmuré. La porte grinça en s'ouvrant et une grande silhouette entra. Ses cheveux étaient poivre et celles ses épaules larges mais légèrement voûtées par l'âge. Il me regarda comme on regarde quelque chose de fragile, comme si un faux mouvement pouvait me briser entièrement. Madame Marie, demanda-t-elle doucement, sa voix, empreinte à la fois d'incertitude et de chaleur. Oui, dis-je en l'étudiant. Je vous connais, il sourit faiblement, et dans ce sourire, je l'ai vu l'ombre du garçon qu'il avait été. Ma mémoire s'agita, me ramenant des décennies en arrière. Mon Dieu, ai-je murmuré. Samuel. Il hocha la tête, ses yeux s'illuminant. Vous vous souvenez? Bien sûr que je me souvenais. Samuel habitait au bout de la rue quand ma fille était petite. Un garçon silencieux, souvent seul pendant que ses parents se disputaient. Je le voyais assis sur le trottoir, après l'école, fixant le sol, faisant semblant de ne pas entendre les cris provenant de sa maison. Un soir, je l'ai trouvé en larmes dans la cour et je l'ai invité à dîner. Un dîner s'est transformé en plusieurs. Il s'est assis à ma table d'innombrables soirs, mangeant les mêmes repas que je préparais pour ma fille. Parfois, je l'aidais avec ses devoirs. D'autres fois, je l'écoutais simplement. À l'époque, je pensais que ce n'était rien, juste de la gentillesse, le genre que n'importe qui devrait offrir à un enfant seul. Mais clairement, pour Samuel, c'était bien plus. Je n'arrive pas à croire que c'est toi, dis-je encore stupéfaite. Ça fait quoi, 40 ans? Il gloussa doucement, 43. Je ne vous ai jamais oublié. Vous avez été la première personne à me faire sentir que j'avais ma place quelque part, que je comptais. Les larmes me montèrent aux yeux. Samuel, tu n'avais pas à faire ça. J'ai fait un geste vers les fleurs, le mot « les repas ». C'était toi, il hocha la tête fermement. Oui, quand j'ai appris que vous étiez à l'hôpital, j'ai su que je devais aider. Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. Je secouai la tête. Tu ne me dois rien du tout. J'ai juste fait ce que n'importe quel voisin aurait fait. Non, dit-il, son ton plus vif maintenant, rempli de conviction. Vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Vous m'avez nourri quand mes propres parents oubliaient. Vous m'avez donné de la chaleur quand ma propre maison était froide. Et quand j'ai finalement trouvé le courage de quitter cette maison, c'est grâce à la force que vous m'avez donnée. J'étais sans voix. Je n'avais jamais imaginé que ces petits gestes, servir une assiette, de plus offrir un mot gentil, auraient un écho si lointain dans le futur. J'ai construit une belle vie, maintenant, a-t-il poursuivi. Je dirige ma propre entreprise. J'ai ma propre famille et chaque fois que je m'assois à table pour dîner, je me souviens des repas que vous m'avez donnés. Vous m'avez appris ce que signifiait vraiment une famille et maintenant je veux être là pour vous. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Depuis des jours, je me noyais dans la douleur du rejet de ma fille. Et voilà qu'un homme qui n'était pas de mon sang, qui ne m'était pas lié par le devoir, mais par la gratitude et l'amour, se tenait devant moi. J'ai cherché sa main, mes doigts tremblants. Merci Samuel. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Il serra doucement ma main. Aussi, et je continuerai de venir si vous me le permettez. Vous n'êtes pas seule, Madame Marie, plus maintenant. Pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère effleura mes lèvres. Les fleurs, les repas, le mot, tout cela avait soudain un visage. Et ce visage appartenait à un garçon que j'avais autrefois aidé sans rien attendre en retour. Je me suis adossée à mes oreillers, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La vie avait une étrange façon de boucler la boucle. Là où ma fille m'avait fait défaut, quelqu'un que je n'attendais pas était intervenu. Et même si ça aurait dû faire mal, ce n'était pas le cas. Pas à ce moment-là, parce que peut être que la plus grande famille que nous ayons n'est pas toujours celle dans laquelle nous naissons, mais celle que nous créons par la gentillesse. Pendant 2 jours, Samuel est venu me voir discrètement, ne restant jamais trop longtemps, mais s'assurant toujours que je ne manquais de rien. Il apportait aussi de petits réconforts, un livre de mots croisés, mon thé préféré, même un gilet en laine, quand il a remarqué que je frissonnais dans l'air de l'hôpital. Les infirmières l'adoraient. Pour elle, il n'était qu'un neveu dévoué ou un parent, mais pour moi, il était un rappel que la compassion ne vient pas toujours de là où on l'attend. Pourtant, mon cœur souffrait d'une blessure qu'une seule personne pouvait guérir, ma fille. Le 3e soir, mon téléphone a enfin sonné. Son nom s'est affiché à l'écran et pendant un instant, j'ai failli ne pas répondre. Mais la mère en moi, têtue comme toujours, ne pouvait l'ignorer. « Allô » dis-je doucement. Sa voix était vive, désinvolte. « Salut maman, je prends juste des nouvelles. Comment tu te débrouilles ?» J'ai failli rire. Me débrouiller, le mot me piqua. Elle n'avait pas été là pour me voir essayer d'attraper le verre d'eau avec des mains tremblantes ou regarder l'infirmière couper ma nourriture en petits morceaux pour que je puisse avaler sans m'étouffer. Elle n'avait pas vu les nuits où je fixais le plafond murmurant des prières dans le noir. « Je récupère » ai-je répondu d'un ton neutre, mais pas grâce à toi. Il y eut une pause. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai pris
une lente inspiration. Ça veut dire que quand je t'ai appelé, quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as dit d'appeler quelqu'un d'autre. Sais-tu ce que j'ai ressenti allongé ici après l'opération trop faible pour bouger et entendant ma propre fille dire qu'elle était trop occupée? Elle a soupiré, le genre de soupir qui suintait l'agacement. Maman, tu es dramatique. J'ai des enfants, un mari, un travail. Ma vie ne tourne plus autour de toi. Ces mots étaient comme des couteaux, mais cette fois j'ai refusé de les laisser me transpercer. Je sais que ta vie ne tourne pas autour de moi. Elle n'a jamais eu à le faire. Mais il fut un temps où ma vie tournait autour de toi. Chaque décision que j'ai prise, chaque sacrifice, chaque rêve que j'ai abandonné, c'était pour toi. Elle a ri un rire amer et méprisant. Oh, ça y est, ça recommence. Tu dois toujours me rappeler ce que tu as fait pour moi. J'ai pas demandé ça, maman. Tu l'as choisi. Cela a coupé plus profondément que je ne l'aurais cru. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis forcée à rester calme. Oui, je l'ai choisi parce que c'est ce que font les mères. Nous choisissons nos enfants avant nous-mêmes. Nous choisissons de veiller toute la nuit pour coudre des costumes. Nous choisissons de sauter des repas pour qu'ils puissent manger. Nous choisissons de vendre le dernier bijou que nous avons pour qu'ils aient des livres pour leurs études. J'ai tout choisi et je le referai. Mais n'ose pas me dire que ça ne signifie rien. Pour la première fois, elle est restée silencieuse. J'ai continué, ma voix tremblant maintenant, de douleur et de force. Sais-tu qui a été là pour moi? Sais-tu qui s'est assuré que j'ai des fleurs près de mon lit, des repas chauds sur mon plateau, mes soins entièrement payés? Silence à nouveau. Puis d'un ton presque moqueur, elle a demandé: tu veux dire, Samuel? J'ai vu quelque chose sur lui sur Facebook. Tu me dis que c'est lui qui s'occupe de toi. Oui, ai-je dit fermement. Le garçon qui s'asseyait à ma table parce que ses parents se disputaient trop pour se souvenir qu'il existait. Le garçon que j'ai aidé avec ses devoirs, que j'ai nourri et traité comme ma famille. C'est un homme maintenant avec une famille et sa propre entreprise. Et sais-tu ce qu'il m'a dit? Il a dit qu'il n'avait jamais oublié la gentillesse que je lui avais donnée. Et quand j'ai eu besoin de quelqu'un, il est venu. J'ai laissé cela en suspens. Pendant ce temps, ma propre fille me disait de commander à emporter. Son souffle s'est coupé. Maman, ce n'est pas juste. Non, l'ai-je interrompu, ma voix tranchante mais stable. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont tu m'as oubliée. La façon dont tu me traites comme une obligation, un fardeau. Je ne t'ai pas appelé pour te demander de l'argent ou du temps. Je t'ai appelé parce que je voulais ma fille, parce que je pensais que l'amour signifiait encore quelque chose. Pendant un moment, j'ai cru l'entendre renifler. Ou peut être que c'était juste des grésillements sur la ligne. Finalement, elle a marmonné: je suis désolée, maman. C'est juste que je ne peux pas toujours être là. Je n'ai pas besoin de toi toujours, ai-je murmuré. J'avais juste besoin de toi une fois et tu n'étais pas là. La ligne est redevenue silencieuse avant qu'elle ne dise enfin « je ». J'essaierai de passer ce week-end. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne m'accrochais plus à ses paroles comme à une bouée de sauvetage. Je ne mendiais plus les miettes de son attention. Parce que j'avais déjà appris que l'amour, lorsqu'il est forcé, ressemble à de la pitié et je ne voulais plus de pitié. Quand l'appel s'est terminé, je me suis adossée à mes oreillers, les yeux fixés sur les fleurs que Samuel avait envoyées. Leur couleur brillait dans la pénombre de l'hôpital, un symbole de la vérité que j'avais finalement accepté. Parfois, des étrangers deviennent une famille et parfois la famille devient des étrangers. Le week-end est arrivé, puis est reparti et ma fille n'est jamais venue, même pas un appel téléphonique cette fois. Une partie de moi s'y attendait. Mais il y avait toujours cette petite lueur d'espoir en moi que peut. Être juste peut. Être, elle tiendrait sa parole. Quand cet espoir s'est éteint, je n'ai pas pleuré, pas comme avant. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi avait déjà commencé à changer. Samuel a tenu sa promesse. Il est venu chaque matin, parfois avec du café, parfois avec des fruits, parfois juste pour s'asseoir avec moi et parler. Sa présence comblait un vide qui était là depuis des années. Il ne me traitait pas comme un fardeau ou une obligation. Il me traitait comme quelqu'un qui comptait, et cela, plus que les fleurs ou les repas, me donnait de la force. Un matin, alors que je sirotais le thé qu'il avait apporté, j'ai aperçu mon reflet dans le petit miroir de l'autre côté de la pièce. Mes cheveux étaient fins et gris. Mon visage était marqué par les rides de l'âge et de l'inquiétude, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas seulement vu une vieille femme attendant que les autres se souviennent d'elle. J'ai vu quelqu'un qui avait survécu, quelqu'un qui avait donné de l'amour, et maintenant, après toutes ces années, cet amour revenait enfin vers moi. Cela m'a frappé à ce moment-là. Je m'étais accrochée si fort à l'idée que ma fille devait être la seule à m'aimer que je n'avais pas remarqué les autres façons dont l'amour m'avait déjà trouvée. Les infirmières qui passaient dans ma chambre, même quand ce n'était pas leur tour, juste pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Samuel qui réorganisait son emploi du temps chargé pour s'assurer que je ne mange jamais seule. Même le gentil agent d'entretien qui sifflotait de vieilles chansons en nettoyant mon sol, me faisant sourire au milieu de longues nuits solitaires.
Il me rappelait que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de choix de qui est là quand ça compte le plus. Après une semaine, les médecins ont finalement dit que j'étais assez forte pour rentrer chez moi. Samuel a insisté pour me conduire. J'ai essayé de protester, les vieilles habitudes ont la vie dure, mais il a ri. Vous ne me laissiez pas rentrer seule quand j'étais enfant. Vous n'allez pas rentrer seule maintenant. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de ma maison, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. La maison était la même que je l'avais laissée. Silencieuse, trop silencieuse, avec une légère odeur de poussière et de vide. Pendant des années, j'avais attendu à cette fenêtre espérant voir la voiture de ma fille arriver. Pendant des années, j'avais gardé des recettes, mis un couvert supplémentaire à table et maintenu en vie des traditions que personne ne venait partager. Mais en étant là, avec Samuel, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus à attendre. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, enveloppé dans le gilet qu'il m'avait acheté en sirotant un thé. J'ai pensé à ma fille, à toutes ces années que j'avais passées à courir après son amour. J'ai pensé au sacrifice, à la déception, à la façon dont je n'avais cessé de me plier pour la garder près de moi. Et puis je me suis posé une question que je n'avais jamais osé me poser auparavant. Et si j'arrêtais? Et si j'arrêtais d'attendre qu'elle se souvienne de moi? Et si j'arrêtais de mesurer ma valeur à l'aune de sa négligence? Et si je m'autorisais à avancer, même si elle ne venait jamais avec? La pensée était à la fois terrifiante et libératrice. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire, pas des lettres de regret, pas des supplications de pardon, mais des projets pour moi-même. J'ai noté les choses que j'avais toujours voulu faire mais que je ne m'étais jamais autorisée. Rejoindre le club de lecture de la mairie, planter un petit jardin sur le balcon, même prendre ce cours de peinture à Montmartre dont je rêvais autrefois. À mesure que la liste s'allongeait, je me sentais plus légère. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas de plan en fonction de la disponibilité de ma fille, je les faisais pour moi. Le lendemain matin, Samuel a appelé pour prendre des nouvelles. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « Plus forte, ai-je dit honnêtement, et pas seulement dans mon corps, dans mon cœur. » Il y eut une pause, puis son rire chaleureux. Voilà la Marie dont je me souviens. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et j'ai réalisé que même si ma fille ne franchissait plus jamais cette porte, je m'en sortirais. Parce que la gentillesse a une façon de revenir parfois par les personnes les plus inattendues. J'avais passé si longtemps à croire que j'étais invisible, mais je ne l'étais pas. Pas pour Samuel, pas pour les gens qui avaient choisi de me voir. Et au fil des jours, j'ai commencé à me voir moi-même aussi. Vous savez, j'ai cru un jour que toute ma valeur dépendait du fait que ma fille se souvienne de moi. Je pensais que l'amour devait venir du sang, sinon il n'était pas réel. Mais ce voyage, cette opération, ce silence et cette gentillesse inattendue m'ont appris le contraire. La famille, ce n'est pas toujours ceux qui partagent votre nom. Parfois, c'est le garçon que vous avez autrefois nourri et qui devient un homme qui ne vous laissera pas affronter la vie seule. Parfois, c'est l'infirmière qui prend de vos nouvelles après ses heures de service ou le voisin qui vous offre un sourire chaleureux. Et parfois, c'est vous-même qui décidez enfin que vous comptez assez pour vivre pleinement. Alors si vous vous êtes déjà senti oublié par ceux à qui vous avez tout donné, souvenez-vous de ceci. La gentillesse a une façon de revenir souvent des endroits les plus inattendus. Je suis Marie et c'était mon histoire. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre la vôtre. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez.